Au printemps 1829, un fermier métayer travaillant les champs près de la frontière entre le Delaware et le Maryland fit une découverte qui allait exposer l'une des entreprises criminelles les plus glaçantes d'Amérique. Son cheval de labour s'enfonça soudainement dans la terre, révélant un coffre en bois enfoui sous le sol. À l'intérieur gisaient les restes squelettiques de ce qui semblait être un homme, ses os jaunis par le temps et son crâne montrant des signes évidents de violence. Ce n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, les autorités allaient découvrir les corps d'au moins 7 personnes sur cette propriété, dont 3 enfants. Toutes victimes d'une femme dont le nom était déjà devenu une terreur chuchotée à travers la péninsule d'Elmarva, Martha Patty Cannon. Pendant près de 2 décennies, Cannon avait dirigé ce que les historiens appellent aujourd'hui le chemin de fer clandestin inversé, un réseau qui kidnappait des Afro-Américains libres et des esclaves évadés pour les revendre en servitude dans le Sud profond. Mais il ne s'agissait pas seulement de trafic d'êtres humains. Cannon était aussi une tueuse en série qui assassinait les marchands d'esclaves rivaux, les témoins, et même les enfants lorsqu'ils représentaient une menace pour ses opérations. Les archives judiciaires du comté de Sussex, Delaware, montrent qu'elle fut inculpée pour 4 meurtres, bien que des témoins aient affirmé que le nombre réel dépassait les 20 avant de poursuivre l'histoire de Patty Cannon et de son règne de terreur le long de la ligne Mason-Dixon. Je souhaite vous entendre. De quel État ou de quelle ville écoutez-vous? La portée du réseau criminel de Cannon s'étendait bien au-delà de son bastion du Delaware, touchant des communautés de Philadelphie au delta du Mississippi. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ces sombres chapitres de l'histoire américaine méritent d'être rappelés. La découverte de ces restes enfouis puis allait finalement démasquer une conspiration criminelle qui avait opéré en quasi-impunité pendant plus d'une décennie. Protégée par la confusion juridictionnelle, les préjugés raciaux et le simple fait que la plupart de ces victimes étaient des personnes dont les disparitions passaient largement inaperçues pour la société blanche. La zone où Patty Cannon bâtit son empire de terreur était particulièrement propice à l'activité criminelle. Au début des années 1800, la région aujourd'hui connue sous le nom de Reliance se situait à l'intersection de 3 juridictions: le comté de Sussex dans le Delaware et les comtés de Caroline et de Dorchester dans le Maryland. Cette position stratégique permettait aux criminels de littéralement traverser les frontières des comtés et des États pour échapper aux forces de l'ordre, qui les poursuivaient. L'endroit était si reculé que les habitants l'appelaient Johnson's Crossroads, nommé d'après la taverne, qui allait devenir le quartier général du réseau d'enlèvement le plus notoire de l'histoire américaine. Le paysage lui-même semblait conçu pour la dissimulation. De denses forêts de pins et de chênes s'étendaient sur des kilomètres, rompues seulement par des terres marécageuses et de petites clairières, ou des fermes isolées parsemaient de la campagne. La rivière Nantucket serpentait à travers la région, offrant des voies navigables qui pouvaient transporter les captifs silencieusement sous le couvert de l'obscurité. Les routes n'étaient guère plus que des chemins de charrette, et les villes importantes les plus proches étaient à plusieurs jours de cheval. Pour quiconque cherchait à opérer en dehors de la loi, c'était un endroit idéal. Martha Cannon, surnommée Patty par ceux qui la connaissaient, était arrivée dans cette région frontalière vers 1790. Les archives judiciaires suggèrent qu'elle est née vers 1760, peut-être sous le nom de Lucretia Patricia Hanley, bien qu'elle ait délibérément gardé ses origines vagues. Certains récits situent sa naissance au Canada,
avec une immigration au Delaware à l'âge de 16 ans. Ce qui est documenté, c'est son mariage avec Jesse Cannon, un fermier local qui possédait des terres près de la frontière de l'État. Ensemble, ils eurent au moins une fille et menèrent ce qui semblait être une vie rurale sans histoire. Jesse Cannon était décrit par ses voisins comme un homme discret qui restait dans son coin, travaillant sa petite ferme et cultivant le tabac et le maïs comme des dizaines d'autres colons de la région. La ferme des Cannon se trouvait sur une modeste parcelle de terre qui chevauchait la frontière Delaware-Maryland, un détail qui allait s'avérer crucial pour les futures activités criminelles de Patty. La maison elle-même était une simple structure à 2 étages construite, dans le style courant de l'époque, avec d'épais murs en bois et de petites fenêtres. Ce que les voisins ignoraient, c'est que cette maison apparemment ordinaire allait bientôt abriter des pièces secrètes et des espaces cachés conçus pour dissimuler des êtres humains kidnappés. Mais sous ce vernis de normalité se cachait quelque chose de bien plus sombre. Le début des années 1800 marqua une période cruciale dans l'esclavage américain. Lorsque le Congrès interdit l'importation d'esclaves d'Afrique en 1868, la demande de main-d'œuvre humaine dans les champs de coton en expansion de l'Alabama, du Mississippi et de la Géorgie créa un marché intérieur lucratif. Un esclave adulte en bonne santé, qui aurait pu coûter 300 $ avant l'interdiction, se vendait désormais plus de 1000 $ dans le Sud profond. Cette flambée des prix créa de puissantes incitations pour les criminels désireux de trafiquer la misère humaine. La transformation économique du Sud, suite à l'invention de l'égreneuse de coton, avait créé une demande insatiable de main-d'œuvre esclave. La production de coton se développait rapidement dans les États du Golfe et les planteurs étaient prêts à payer des prix élevés pour la main-d'œuvre. L'interdiction légale d'importer des esclaves d'Afrique signifiait que la seule source de nouveaux esclaves était la population domestique, soit par l'accroissement naturel, soit par la capture et le réasservissement d'Afro-Américains libres. La péninsule d'Elmarva était particulièrement vulnérable à ces prédateurs. Après la guerre d'indépendance américaine, de nombreuses personnes asservies avaient été affranchies par leurs propriétaires, soit par des lois d'émancipation progressive, soit par des actes d'affranchissement individuel. Le Maryland et le Delaware avaient d'importantes populations d'Afro-Américains libres qui travaillaient comme ouvriers, artisans et petits agriculteurs. Ces communautés, bien que légalement libres, vivaient dans une peur constante. Ils n'avaient pas de protecteurs puissants, peu de recours légaux, et leur disparition restait souvent non signalée ou non investiguée par les autorités blanches qui les considéraient comme moins qu'entièrement humains. Le statut juridique des Afro-Américains libres, au début des années 1800, était au mieux précaire. Bien qu'ils ne soient pas asservis, ils possédaient peu des droits dont jouissaient les citoyens blancs. Ils ne pouvaient ni voter, ni siéger à des jurys, ni témoigner contre des accusés blancs dans la plupart des tribunaux. Leur liberté pouvait être contestée à tout moment et ils devaient porter des papiers prouvant leur statut. Pour les criminels comme Patty Cannon, ces vulnérabilités juridiques créaient des opportunités d'exploitation. C'est dans cet environnement que Patty Cannon fit son entrée, une femme qui allait prouver que le mal ne connaît pas de limite de genre. Les récits contemporains la décrivent comme une femme grande et physiquement imposante, dotée d'une force inhabituelle pour son sexe. Elle mesurait près de 6 pieds, à une époque où la plupart des femmes atteignaient à peine 5 pieds. Et elle possédait ce que les voisins décrivaient comme une présence intimidante. Sa voix était, dit-on, grave et autoritaire, et elle avait la réputation d'avoir des accès de violence lorsqu'on la contrariait. Son mari Jesse mourut dans des circonstances mystérieuses vers 1826. Certains affirmèrent plutôt
firent même plus tard qu'elle l'avait empoisonnée, la laissant veuve avec un contrôle total sur la propriété familiale. À cette époque, elle avait déjà commencé à nouer les liens criminels qui allaient rendre son nom synonyme de terreur. Les forces de l'ordre local étaient pratiquement inexistantes dans la région rurale frontalière, et le peu d'autorité existantes étaient souvent corrompues ou simplement dépassées par l'ampleur de l'activité criminelle. La dynamique sociale de la région favorisait également les entreprises criminelles. La population blanche était clairsemée et souvent transitoire, composée en grande partie de petits agriculteurs, d'ouvriers et de personnes cherchant à échapper à leur passé dans des zones plus établies. Il y avait peu de cohésion communautaire et les voisins se mêlaient souvent de leurs affaires, indépendamment de ce qu'ils pouvaient soupçonner des activités de leurs voisins. Cet isolement et cette indifférence allaient s'avérer cruciaux pour la capacité de Cannon à opérer sans être détecté pendant tant d'années. La transformation de Patty Cannon de veuve de la frontière à cerveau criminel commença avec les mariages de sa fille, selon un schéma qui allait définir les 2 décennies suivantes. Les 2 maris des jeunes femmes étaient des ravisseurs d'esclaves. Son premier mari, Henry Brighton, était un forgeron qui complétait ses revenus en capturant des Afro-Américains libres pour les vendre dans le Sud. En 1811, Brighton fut arrêté et emprisonné à Georgetown, Delaware, pour enlèvement, mais il réussit à s'échapper de prison la même année. Les activités criminelles de Brighton étaient bien connues dans la communauté locale bien avant son arrestation. En tant que forgeron, il avait des raisons légitimes de voyager dans toute la région, visitant les fermes et les hameaux pour ferrer les chevaux et réparer les outils. Cette mobilité lui offrait une couverture parfaite pour ses activités illégales. Il identifiait les victimes potentielles lors de ses visites professionnelles légitimes, notant quelle famille avait des adolescents ou de jeunes adultes susceptibles de rapporter des prix élevés sur les marchés d'esclaves du Sud. Les méthodes employées par les premiers ravisseurs comme Brighton étaient souvent rudimentaires mais efficaces. Ils s'appuyaient sur la tromperie, une force écrasante et la nature isolée de la vie rurale pour capturer leurs victimes. Une technique courante consistait à approcher des familles afro-américaines libres, avec des offres d'emploi dans des endroits éloignés. Des parents désespérés d'offrir des opportunités économiques à leurs enfants les laissaient parfois voyager avec ces prétendus employeurs, pour ne découvrir que trop tard qu'ils avaient signé les arrêts de mort de leurs enfants. C'est après son évasion que le premier meurtre documenté lié à la famille Cannon se produisit. Brighton, travaillant avec Patty Cannon et un autre criminel nommé Joseph Griffith, tendit une embuscade à un marchand d'esclaves connu seulement sous le nom de Rigidel à la taverne de Cannon. Le plan était simple mais brutal. Faire boire la victime, le dérober de son argent et de ses esclaves, puis éliminer le témoin. Les archives judiciaires montrent que Rigel fut abattu et tué lors du vol. Brighton et Griffith furent finalement capturés et pendus le 13 avril 1813, mais Patty Cannon échappa aux poursuites. Le meurtre de Rigel marqua une escalade significative dans les activités criminelles centrées autour de la propriété des Cannon. Avant cet incident, la famille avait été principalement impliquée dans la facilitation d'enlèvement et l'offre d'un refuge sûr aux criminels de passage dans la région. La volonté de commettre des meurtres pour le profit démontra un niveau de cruauté qui allait caractériser toutes les activités futures de Cannon. Les récits de journaux contemporains de l'affaire Rigel fournissent des détails troublants sur le crime. La victime voyageait dans la région avec une somme d'argent considérable. Les estimations suggèrent entre 3 000 $ et 5 000 $ destinés à l'achat de personnes asservies sur les marchés locaux.
Il s'était arrêté dans ce qu'il croyait être une taverne légitime pour se restaurer et se loger. Ignorant qu'il était tombé dans un piège, les conspirateurs l'abreuvaient d'alcool tout au long de la soirée, attendant le bon moment pour frapper. Lorsque Rigidel se retira finalement dans sa chambre, Brighton et Griffith le suivirent. Des voisins rapportèrent plus tard avoir entendu des cris et le bruit d'une lutte, suivie d'un coup de feu. Au matin, Rigil était mort. Son argent avait disparu et sa charrette et ses chevaux s'étaient volatilisés. Le corps fut enterré à la hâte sur la propriété, commençant ce qui allait devenir une pratique courante consistant à utiliser l'endroit isolé comme décharge pour les victimes de meurtre. L'exécution du premier mari de sa fille ne fit rien pour dissuader Cannon de la voie qu'elle avait choisie. Au lieu de cela, cela sembla affiner ses méthodes et renforcer sa détermination à bâtir une organisation criminelle plus sophistiquée. La leçon qu'elle tira de la capture de Brighton n'était pas que le crime ne paie pas, mais plutôt que les criminels avaient besoin d'une meilleure organisation et d'une planification plus minutieuse pour éviter d'être détectés. Lorsque sa fille se remaria, cette fois avec Joseph Johnson, Cannon gagna un partenaire qui allait s'avérer encore plus précieux pour son entreprise criminelle. Johnson n'était pas qu'un autre ravisseur. C'était un homme d'affaires qui comprenait la logistique du trafic d'êtres humains à l'échelle régionale. Il avait des connexions dans tout le Sud, de l'expérience en transport et logistique, et surtout, le capital nécessaire pour étendre leurs opérations au-delà de simples crimes opportunistes. Johnson apporta au partenariat une taverne, située précisément sur la ligne de démarcation entre le Delaware et le Maryland. Cet établissement, qui devint connu sous le nom de Joe Johnson's Tavern, était positionné si stratégiquement que différentes pièces se trouvaient littéralement dans des états différents. Cet avantage géographique leur permettait de déplacer les victimes enlevées entre les juridictions pour semer la confusion chez les autorités qui les poursuivaient. Lorsque les policiers du Delaware arrivaient avec des mandats, les suspects pouvaient simplement passer dans les parties du bâtiment situées au Maryland et revendiquer l'immunité face à la juridiction du Delaware. La taverne servait à de multiples fins dans l'entreprise criminelle en expansion. C'était une entreprise légitime qui offrait une couverture à leurs activités, générant des revenus et expliquant le flux constant de voyageurs et de chariots à travers la propriété. Elle fonctionnait comme un lieu de détention pour les captifs en attente de transport vers le sud, avec des pièces cachées et des caves spécialement construites, conçues pour dissimuler la cargaison humaine. Et elle servait de lieu de rencontre pour le réseau de criminels qui travaillaient pour eux, un terrain neutre où les plans pouvaient être élaborés et les profits partagés. La configuration physique de la taverne reflétait ses multiples fonctions. Le rez-de-chaussée semblait tout à fait normal, avec une salle commune pour les voyageurs, un espace bar et des chambres pour les clients légitimes. Mais sous le bâtiment se trouvait une série de caves et de tunnels qui avaient été spécialement construits pour cacher les personnes kidnappées. Ces espaces souterrains étaient accessibles par des entrées dissimulées et étaient conçus pour étouffer le son et empêcher toute évasion. Des anneaux de fer encastrés dans les murs de pierre servaient de point d'ancrage pour les chaînes, tandis que de petites cheminées de ventilation assuraient que les captifs ne suffoqueraient pas pendant de longues périodes d'enfermement. Le gang qui s'était formé autour de Cannon et Johnson était remarquablement diversifié pour l'époque. Il comprenait des criminels blancs comme Henry Carr, des appâts métis comme John Purnell, qui utilisaient plusieurs alias, et même des personnes asservies contraintes de participer à la capture d'autres individus. Cette composition multiraciale était stratégique. Les membres afro-américains du gang
pouvait approcher des victimes potentielles sans éveiller immédiatement les soupçons, tandis que les membres blancs géraient les négociations avec les acheteurs dans le Sud profond. John Purnell, décrit dans les archives judiciaires comme un homme jaune ou mulâtre, était particulièrement précieux pour l'organisation. Son héritage racial mixte lui permettait de se déplacer avec une relative facilité entre les communautés blanches et afro-américaines. Il maintenait de multiples identités et pouvait se présenter soit comme une personne de couleur libre cherchant du travail, soit comme un homme blanc à la peau claire menant des affaires selon la situation. Cette capacité de caméléon en faisait un éclaireur idéal pour identifier les victimes potentielles et établir le premier contact. Au fur et à mesure que les années 1820 avançaient, l'ampleur de l'opération Cannon Johnson s'étendit de manière spectaculaire. Leur réseau s'étendait de la Pennsylvanie à la Louisiane, avec des connexions documentées avec des acheteurs en Alabama, au Mississippi et en Géorgie. Le maire Joseph Watson de Philadelphie, un Quaker profondément engagé dans la protection des Afro-Américains libres, commença à suivre les disparitions de citoyens de sa ville et à les relier à la péninsule d'El-Marva. Les enquêtes de Watson révélèrent l'horrible ampleur de l'opération. Rien qu'en 1825, il documenta des dizaines d'enlèvements liés au gang Cannon. Les victimes n'étaient pas de simples cibles aléatoires. Elles étaient souvent spécifiquement choisies pour leur vulnérabilité. Les jeunes adultes rapportaient les prix les plus élevés sur les marchés du Sud, mais les enfants étaient également précieux, car ils pouvaient être formés à des tâches spécifiques et fourniraient des décennies de travail. La nature systématique de ces enlèvements démontrait un niveau d'organisation qui allait bien au-delà du crime opportuniste. Le gang maintenait des renseignements détaillés sur les cibles potentielles, traquant les familles et les individus qui pourraient être vulnérables à la capture. Il savait quels jeunes avaient récemment perdu leur emploi, quelles familles luttaient financièrement et quels individus pourraient être tentés par des offres d'emploi dans des endroits éloignés. L'un des récits les plus détaillés provient de Lydia Smith, une femme libre de 25 ans qui fut enlevée en 1825. Son témoignage, conservé dans les archives judiciaires, décrit avoir été d'abord retenue dans la maison de Cannon, puis déplacée à la taverne de Johnson, où elle fut gardée enchaînée pendant 5 mois. Smith se rappelait la peur constante, la nourriture insuffisante, et la conscience qu'elle devait être transportée vers le sud avec un grand groupe d'autres personnes kidnappées. Seul son sauvetage éventuel par le réseau de Watson la sauva d'une vie de servitude. Le récit de Smith fournit des détails cruciaux sur les conditions endurées par les victimes du gang Cannon. Elle décrivit avoir été saisie alors qu'elle marchait seule sur une route près de Philadelphie, maîtrisée par plusieurs agresseurs et transportée par chariot jusqu'à la frontière Delaware-Maryland. Le voyage dura plusieurs jours, durant lesquels elle fut gardée les yeux bandés et enchaînée pour empêcher toute tentative d'évasion. À son arrivée sur la propriété des Cannon, elle fut placée dans une pièce cachée sous la maison principale où elle découvrit qu'elle n'était pas seule. Les zones de détention souterraines, selon le témoignage de Smith, contenaient des dizaines d'autres personnes enlevées à divers moments. Hommes, femmes et enfants étaient gardés dans des zones séparées, tous enchaînés pour empêcher toute évasion. Les conditions étaient délibérément dures. Nourriture insuffisante, aucune installation sanitaire et obscurité constante, sauf lorsque les gardes apportaient des bougies pendant les repas. La torture psychologique était aussi brutale que les conditions physiques, car les captifs savaient qu'ils étaient destinés à être vendus à vie en servitude. Smith fournit également des détails sur les méthodes du gang pour traiter leur cargaison humaine. Les victimes étaient systématiquement dépouillées de tout document prouvant leur statut de liberté,
et tous les effets personnels susceptibles de les aider à les identifier étaient détruits. On leur donnait de nouveaux noms et de fausses histoires pour appuyer leur vente en tant qu'esclaves légitimes. Ceux qui résistaient ou tentaient de maintenir leur véritable identité étaient battus jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Les opérations des gangs étaient un secret de polichinelle dans la communauté locale. Les voisins savaient que des gens disparaissaient près de la propriété des Cannon, que des chariots arrivaient à des heures étranges, et que la taverne de Johnson abritait des réunions suspectes. Mais les victimes étaient des Afro-Américains dans une société où leurs paroles avaient peu de poids face à celles des criminels blancs. Les forces de l'ordre local, quand elles existaient, montraient peu d'intérêt à enquêter sur les crimes commis contre des personnes qu'elles considéraient comme intrinsèquement suspectes. La complicité de la communauté blanche locale dans les activités du gang allait au-delà de la simple indifférence. Certains voisins soutenaient activement l'entreprise criminelle, soit par une participation directe, soit en fournissant des informations sur les victimes potentielles. Des commerçants locaux fournissaient le gang en provisions, sans poser de questions sur la source de leur paiement. Même certains fonctionnaires de l'application des lois étaient soupçonnés d'accepter des pots de vin pour fermer les yeux lorsque des activités suspectes étaient signalées. Cette indifférence ne changea que lorsque des victimes blanches entrèrent en jeu. Le gang ne se contentait pas d'enlever des Afro-Américains libres. Ils volaient et assassinaient également des marchands d'esclaves qui traversaient leur territoire avec d'importantes sommes d'argent liquide. Ces victimes étaient des hommes blancs engagés dans le commerce légal des esclaves. Et leurs disparitions attirèrent l'attention que les victimes afro-américaines n'avaient jamais reçue. Le premier cas documenté se produisit vers 1820, lorsqu'un marchand d'esclaves de Géorgie, nommé Bell ou Miller, disparut, alors qu'il traversait la région. Cet homme transportait une somme d'argent substantielle. Certains récits suggèrent 35 000 $ destinés à l'achat de personnes asservies. Il fut vu pour la dernière fois à l'établissement de Cannon et son cheval fut retrouvé plus tard en sa possession. Interrogé, Cannon affirma que l'homme avait navigué vers le sud avec une cargaison d'esclaves, mais les enquêteurs trouvèrent cette histoire invraisemblable. La disparition du marchand de Géorgie marqua le début d'un schéma qui allait finalement mener à la chute du gang. Contrairement aux victimes afro-américaines, dont les disparitions suscitaient peu d'intérêt officiel, les marchands d'esclaves blancs disparus avaient des partenaires commerciaux et des bailleurs de fonds qui exigeaient des enquêtes. Ces hommes transportaient d'importantes sommes d'argent et avaient des itinéraires planifiés qui rendaient leur disparition difficiles à justifier. La méthode de Cannon pour traiter ces victimes était typiquement brutale. Les marchands étaient invités à la taverne sous le prétexte de mener des affaires légitimes. Une fois sur place, ils étaient abreuvés d'alcool et encouragés à discuter de leurs ressources financières et de leurs projets de voyage. Lorsque l'occasion se présentait, ils étaient assassinés et volés, leurs corps enterrés sur la propriété, et leur argent ainsi que toute personne asservie avec laquelle ils voyageaient serait intégré aux opérations du gang. Les profits de ces meurtres étaient substantiels. Un seul marchand d'esclaves pouvait transporter suffisamment d'argent pour financer les opérations du gang pendant des mois. Les personnes asservies qu'il transportait pouvaient être vendues via les réseaux sud du gang, générant des revenus supplémentaires. Plus important encore, l'élimination de ses concurrents aida le gang à maintenir son monopole sur les activités criminelles dans la région. Au milieu des années 1820, la pression s'intensifiait sur le gang Cannon-Johnson de plusieurs directions. Le maire Watson de Philadelphie avait commencé à offrir des récompenses substantielles
pour toute information menant à des arrestations. Et le gouverneur John Andrew Schultzer de Pennsylvanie coordonnait avec les fonctionnaires des États du Sud pour retrouver les citoyens kidnappés. Leurs enquêtes révélaient non seulement des crimes individuels, mais aussi un réseau systématique qui opérait depuis plus d'une décennie. La récompense offerte par Watson, 500 $ pour toute information menant à des arrestations, représentait une somme substantielle pour l'époque, équivalente à plusieurs mois de salaire pour la plupart des travailleurs. Cette incitation financière commença à délier les langues dans les communautés qui étaient auparavant restées silencieuses sur les activités du gang. D'anciens associés, des membres du gang mécontents, et même certaines victimes qui avaient réussi à s'échapper, commencèrent à fournir des informations aux autorités. La réponse du gang à cette pression fut typiquement violente. Plutôt que de réduire leurs opérations, ils commencèrent à éliminer les témoins potentiels de manière plus agressive. Cette décision allait finalement causer leur perte, car elle élargit leur liste de victimes à des personnes dont les disparitions ne pouvaient être ignorées. L'escalade de la violence durant cette période reflétait l'état d'esprit de plus en plus paranoïaque de Patty Cannon. Elle avait bâti un empire criminel qui générait d'énormes profits. Les estimations suggèrent que le revenu annuel du gang dépassait les 50 000 $, une fortune selon les normes du début du 19e siècle. Mais ce succès l'avait désignée comme cible pour l'attention des forces de l'ordre, et elle devint convaincue que d'anciens associés représentaient une menace existentielle pour ses opérations. La figure la plus cruciale dans la révélation finale du gang fut un garçon métis nommé Cyrus James. Cannon avait acheté James comme esclave lorsqu'il n'avait que 7 ans et l'avait élevé dans sa maison. En grandissant, James fut contraint de participer aux activités du gang, servant d'appât pour attirer d'autres Afro-Américains dans des pièges. Sa connaissance intime des opérations du gang, combinée à son dégoût croissant pour la violence dont il fut témoin, fit de lui à la fois un atout inestimable et une vulnérabilité potentielle. La position de James au sein du foyer Cannon était unique et tragiquement complexe. En tant qu'enfant asservi, il n'avait d'autre choix que de participer à toutes les activités exigées par sa propriétaire. Mais en mûrissant, il commença à comprendre toute l'horreur de ce qu'on le forçait à faire. Il contribuait à détruire les vies de personnes qui lui ressemblaient, des personnes qui partageaient son héritage et sa vulnérabilité. Cette connaissance créa un conflit interne qui allait finalement le pousser à coopérer avec les autorités malgré les risques personnels encourus. La manipulation psychologique employée par Cannon pour contrôler James était sophistiquée et cruelle. Elle alternait entre le traitement en tant que membre favorisé de la maisonnée et la menace de violence ou de vente à des maîtres brutaux dans le sud profond. Elle le convainquit que sa survie dépendait entièrement de sa protection et que toute trahison entraînerait sa mort immédiate. Cette combinaison de dépendance et de terreur maintint James loyal pendant des années, même s'il fut témoin de crimes de plus en plus horribles. James témoigna plus tard qu'il avait vu Cannon assassiner plusieurs enfants sur sa propriété. Dans un récit particulièrement horrible, il décrivit avoir vu Cannon emporter un enfant afro-américain blessé, pas encore mort, de la maison, dans son tablier, pour que l'enfant ne revienne jamais. James savait où les corps étaient enterrés, car il avait été forcé d'aider à les dissimuler. Les meurtres dont James fut témoin n'étaient pas des actes de violence aléatoires, mais des décisions calculées basées sur l'évaluation des risques et des profits par Cannon. Les enfants qui tombaient malades ou se blessaient étaient tués plutôt que soignés, car les soins médicaux auraient été coûteux
et auraient attiré une attention indésirable. Les jeunes qui s'avéraient difficiles à contrôler ou qui maintenaient leur insistance sur leur statut de liberté étaient éliminés en tant que source potentielle de problèmes. Même les nourrissons nés de femmes kidnappées étaient parfois tués si Cannon estimait qu'ils causeraient plus de problèmes qu'ils n'en valaient la peine. La perte du gang commença avec leur traitement des marchands d'esclaves rivaux. La concurrence dans le commerce illégal de la traite d'êtres humains était féroce, et le gang de Cannon avait développé une réputation de meurtrier de concurrents pour voler leur argent et leur cargaison humaine. Cette pratique s'accéléra à mesure que la pression légitime des forces de l'ordre augmentait. Les marchands d'esclaves morts ne pouvaient pas témoigner de leurs expériences avec le gang. La décision d'intensifier leur violence contre les victimes blanches reflétait à la fois le désespoir croissant de Cannon et son erreur de calcul fondamentale concernant les conséquences de telles actions. Elle avait opéré si longtemps en toute impunité qu'elle se croyait intouchable. Les meurtres d'Afro-Américains n'avaient généré aucune réponse sérieuse des forces de l'ordre. Elle supposa donc qu'il en serait de même pour les victimes blanches. Cette supposition allait s'avérer fatale à son entreprise criminelle. Au début de 1829, les corps commencèrent à refaire surface. Un fermier métayer travaillant des terres appartenant à Cannon labourait une zone basse récemment défrichée lorsque son cheval trébucha dans ce qui s'avéra être une tombe. À l'intérieur d'un coffre en bois, il découvrit des ossements humains que les autorités identifièrent comme appartenant aux marchands d'esclaves de Géorgie disparus près d'une décennie plus tôt. Cette découverte déclencha une fouille systématique de la propriété qui allait révéler de multiples lieux de sépulture. Le fermier qui fit la découverte initiale travaillait des terres que Cannon avait louées pour un revenu supplémentaire. La zone était auparavant inutilisée, car sujette aux inondations, mais un temps sec récent l'avait rendue propice à la culture. Lorsque le cheval de labour du fermier s'enfonça soudainement dans le sol, il supposa d'abord qu'il était tombé sur une dépression naturelle, ou peut-être un vieux puits. Ce n'est qu'en commençant à creuser pour libérer son cheval qu'il réalisa qu'il était tombé sur quelque chose de bien plus sinistre. Le coffre en bois contenant les ossements était remarquablement bien conservé, suggérant qu'il avait été enterré relativement récemment, bien qu'il contienne des restes vieux d'une décennie. Le coffre lui-même semblait avoir été spécifiquement construit dans le but de dissimuler un corps, avec des dimensions qui s'adaptaient précisément à une forme humaine. Ce niveau de préparation indiquait que l'enterrement n'était pas une tentative hâtive de dissimuler un crime, mais plutôt une partie d'une approche systématique de l'élimination des corps qui avait été affinée au fil des années de pratique. La découverte du premier corps au début de 1829 mit en branle une chaîne d'événements qui allait finalement mettre fin à l'empire criminel de Patty Cannon. Les autorités du Delaware, travaillant avec leurs homologues du Maryland, obtinrent des mandats de perquisition et commencèrent une enquête exhaustive sur toutes les propriétés liées au gang Cannon-Johnson. Ce qu'ils trouvèrent dépassa leurs pires attentes. L'enquête fut dirigée par le shérif Joseph Houston du comté de Sussex, Delaware, travaillant en coordination avec les autorités du Maryland et des représentants du bureau du gouverneur de Pennsylvanie. Cette approche multijuridictionnelle était sans précédent pour l'époque et reflétait la reconnaissance croissante que les activités des gangs Cannon traversaient les frontières des États et nécessitaient une réponse coordonnée des forces de l'ordre. Les mandats de perquisition obtenus par les autorités étaient remarquablement larges, leur permettant d'excaver toutes les zones des propriétés des Cannon où des corps pourraient être cachés. Cette autorité légale était cruciale, car elle offrait une protection aux enquêteurs qui auraient autrement pu être accusés d'intrusion ou de perquisition
et saisie illégale. Les mandats spécifiaient également que toute preuve découverte pouvait être utilisée dans des poursuites à travers plusieurs juridictions, aidant à combler les lacunes juridiques que le gang avait exploitées pendant des années. Le 3 avril 1829, Cyrus James fut capturé dans le Delaware. Les circonstances de son arrestation restent quelque peu floues, mais les archives judiciaires suggèrent qu'il tentait de fuir la région lorsqu'il fut appréhendé. Face à des preuves accablantes et à la perspective de l'exécution, le jeune homme, qui avait été contraint à une vie de crime dès l'enfance, prit une décision fatidique. Il allait coopérer avec les autorités et révéler tout ce qu'il savait sur les opérations de Patty Cannon. La décision de coopérer ne fut pas prise à la légère par James. Il comprenait que son témoignage entraînerait probablement sa propre poursuite pour les crimes qu'il avait été contraint de commettre. Mais il reconnut aussi que son silence continu signifierait protéger la femme qu'il avait asservie et l'avait forcé à participer à la destruction de d'innombrables autres vies. Sa coopération représentait non seulement une stratégie juridique, mais un choix moral de se libérer enfin du contrôle psychologique que Cannon avait maintenu sur lui pendant des années. Le témoignage de James fut dévastateur. S'adressant au juge de paix à Seaford, Delaware, il fournit des récits détaillés de meurtres s'étalant sur près d'une décennie. Il dit aux enquêteurs que Joseph Johnson, son frère Ebenezer Johnson et Patty Cannon avaient abattu le marchand d'esclaves de Géorgie alors qu'il dînait chez Cannon. Il les avait vus transporter le corps jusqu'à un coffre en bois et l'enterrer sur la propriété. Mais ce n'était que le début de ces révélations. Le niveau de détail du témoignage de James était extraordinaire et fournit aux enquêteurs leur première compréhension exhaustive des opérations du gang. Il fut capable de décrire non seulement des crimes individuels, mais les méthodes systématiques employées par le gang pendant de nombreuses années. Il connaissait les emplacements des lieux de sépulture, les identités des autres membres du gang, les itinéraires utilisés pour transporter les personnes kidnappées, et les réseaux d'acheteurs et de vendeurs qui s'étendaient sur plusieurs États. Suivant les indications de James, les autorités commencèrent à excaver systématiquement la propriété des Cannon. Dans une zone de jardin, ils trouvèrent le corps d'un jeune enfant métis. Selon le témoignage de James, cet enfant avait été asservi par Cannon avec sa mère. Cannon avait tué l'enfant parce qu'elle soupçonnait que le père était blanc, peut-être un membre de sa propre famille. L'article conservant ce témoignage ne contient aucune information sur le sort de la mère de l'enfant, laissant ouverte l'horrible possibilité qu'elle aussi ait été assassinée. La découverte du corps de l'enfant fut particulièrement troublante pour les enquêteurs car elle démontrait l'étendue de l'insensibilité de Cannon. Ce n'était pas une victime d'enlèvement ou un criminel rival. C'était un enfant né dans le foyer de Cannon et qui avait vécu sous son contrôle. Le meurtre semblait avoir été motivé purement par la paranoïa raciste de Cannon et sa peur qu'un enfant métis puisse d'une manière ou d'une autre menacer ses opérations. Des fouilles supplémentaires révélèrent 2 boîtes en bois, chacune contenant des ossements humains. James identifia un ensemble de restes comme appartenant à un autre enfant qu'il avait vu Cannon battre à mort avec un morceau de bois. Le 3e ensemble appartenait à un adulte que James décrivit comme quelqu'un qu'il considérait comme ayant des biens, ce qui signifie que le gang croyait que cette personne était libre et pouvait avoir des ressources valant la peine d'être volées. La nature systématique de ces meurtres dépeignait Cannon comme quelque chose au-delà d'une simple criminelle. C'était une tueuse en série qui opérait en toute impunité depuis des années, protégée par l'isolement de son emplacement. L'indifférence des autorités locales aux crimes contre les Afro-Américains
et un réseau de co-conspirateurs qui partageaient ses profits. Les preuves physiques découvertes lors des fouilles corroboraient le témoignage de James avec des détails remarquables. Les boîtes en bois utilisées pour contenir les corps étaient de construction similaire, suggérant qu'elles avaient été spécifiquement fabriquées dans le but de dissimuler les victimes de meurtre. Les emplacements des tombes suivaient un schéma qui indiquait une planification systématique plutôt qu'un enterrement aléatoire. Plus troublant encore, l'état des restes suggérait que certaines victimes avaient été enterrées alors qu'elles étaient encore en vie. À mesure que la nouvelle de la découverte se répandait, d'autres témoins commencèrent à se manifester. Des personnes qui avaient vécu dans la peur de Cannon pendant des années trouvèrent soudain le courage de parler. Leurs témoignages révélèrent des victimes supplémentaires et fournirent des détails sur les méthodes du gang qui corroboraient que le récit de James. Parmi ces nouveaux témoins se trouvait Thomas Freeman, un Afro-Américain libre qui avait été approché par des membres du gang en 1827, mais qui avait réussi à s'échapper. Freeman témoigna qu'on lui avait offert du travail en Géorgie et qu'il voyageait en direction de la propriété des Cannon lorsqu'il devint soupçonneux du comportement de son escorte. Il réussit à s'échapper lors d'une halte et passa plusieurs jours caché dans les bois avant de regagner Philadelphie. Le témoignage de Freeman fut significatif car il fournit un aperçu des méthodes de recrutement du gang. Il décrivit comment l'approche initiale avait semblé tout à fait légitime. Il avait eu du mal à trouver du travail à Philadelphie lorsqu'un homme bien habillé l'approcha avec une offre d'emploi dans une plantation de Géorgie. Les salaires offerts étaient généreux et le transport devait être fourni gratuitement. Ce ne fut que pendant le voyage que Freeman commença à remarquer des incohérences dans les récits de son escorte et devint soupçonneux de leurs véritables intentions. L'étendue de l'enquête s'étendit au-delà du Delaware. Les autorités du Maryland commencèrent à examiner les propriétés appartenant aux membres du gang, tandis que les fonctionnaires de Pennsylvanie coordonnaient les efforts pour documenter l'ampleur totale du réseau d'enlèvement. Alors que nous pensions avoir tout vu, l'horreur dans le comté de Sussex s'intensifie. Si cette petite histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami qui aime les mystères sombres. Appuyez sur ce bouton « J'aime » pour soutenir notre contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble ce qui se passe ensuite dans le chapitre final du règne de terreur de Patty Cannon. La coordination entre différentes juridictions représentait une nouvelle approche de l'application de la loi qui deviendrait plus tard une pratique courante. Pour la première fois, les autorités traitaient le gang Cannon pour ce qu'il était réellement, une conspiration criminelle inter-États qui nécessitait une réponse au niveau fédéral. Cette reconnaissance conduisit à l'implication de fonctionnaires de Washington, D.C. et marqua le début de ce qui allait éventuellement devenir des efforts coordonnés d'application de la loi fédérale contre le crime organisé. Le 13 avril 1829, un grand jury de 24 hommes blancs du Delaware rendit des actes d'accusation contre Martha Patty Cannon pour 4 chefs de meurtre. Les accusations furent signées par James Rogers, le procureur général du Delaware, et représentaient la première fois qu'un membre du tristement célèbre gang faisait face à de sérieuses conséquences légales pour ses crimes contre les Afro-Américains. La composition du grand jury elle-même était significative pour l'époque. Les 24 membres étaient tous des hommes blancs, comme l'exigeait la loi du Delaware, mais ils représentaient un échantillon représentatif de la population de l'État, incluant des agriculteurs, des marchands et des professionnels. Le fait que ce jury ait été disposé à inculper une femme blanche pour le meurtre d'Afro-Américains
marqua un changement notable dans les attitudes juridiques, largement motivé par les preuves accablantes présentées et la nature inter-État des crimes. Les actes d'accusation étaient remarquablement spécifiques pour l'époque. Cannon fut accusé du meurtre d'une enfant de sexe féminin le 26 avril 1822, d'un enfant de sexe masculin à la même date, d'un homme adulte le 1er octobre 1820 et d'un jeune garçon noir le 1er juin 1824. Chaque accusation entraînait la peine de mort, et les preuves contre elle étaient accablantes. La spécificité de ces accusations reflétait l'enquête approfondie menée par les autorités. Contrairement à de nombreuses affaires criminelles de l'époque qui s'appuyaient principalement sur des témoignages de témoins et des preuves circonstancielles, l'affaire Cannon fut bâtie sur des preuves physiques, de multiples témoins corroborants et des confessions détaillées d'un participant ayant une connaissance intime des crimes. Cette combinaison de types de preuves rendait le dossier pratiquement impossible à défendre. Le témoignage de Cyrus James forma l'épine dorsale de l'affaire de l'accusation. Sa connaissance détaillée des opérations du gang, combinée à sa capacité de mener les autorités les lieux de sépulture, fit de lui le témoin le plus précieux de l'histoire juridique du Delaware jusqu'alors. Le jeune homme qui avait été contraint au crime dès l'enfance détenait désormais le pouvoir de rendre justice à la femme qui avait terrorisé la région pendant des décennies. L'équipe de poursuite était dirigée par le procureur général James Rogers, qui avait bâti sa réputation en poursuivant des affaires criminelles complexes à travers le Delaware. Rogers comprit que l'affaire Cannon représentait une opportunité de démontrer que la loi s'appliquait également à tous les citoyens, quelle que soit leur race ou leur statut social. Il reconnut également qu'une poursuite réussie enverrait un message fort aux autres entreprises criminelles opérant dans la région. Mais Patty Cannon elle-même présentait une figure qui défiait toute catégorisation facile, même pour ses contemporains. Les articles de journaux la décrivaient comme une femme grande et physiquement puissante, qui imposait la peur et le respect, même aux criminels endurcis. À environ 70 ans, elle restait lucide et provocante, ne montrant aucun remords pour ses actions, même face à des preuves irréfutables. Les descriptions contemporaines de Cannon, pendant son incarcération, dressent le portrait d'une criminelle impénitente qui semblait réellement perplexe face aux procédures judiciaires engagées contre elle. Elle considérait apparemment ses actions comme des activités commerciales légitimes et exprimait son étonnement que les autorités la poursuivent pour des crimes contre des personnes qu'elle considérait comme des propriétés plutôt que des êtres humains. Les conditions de son emprisonnement à la prison du comté de Sussex à Georgetown, Delaware, reflétaient à la fois la gravité de ses crimes et le caractère inhabituel d'avoir une accusée femme faisant face à de multiples accusations de meurtre. Elle était maintenue sous surveillance constante, car les autorités craignaient à la fois les tentatives d'évasion et les représailles potentielles des membres survivants du gang. La prison de Georgetown elle-même était une structure de pierre rudimentaire qui avait été construite au début des années 1800 pour loger les petits criminels et les débiteurs. Elle n'était pas conçue pour détenir des criminels dangereux passibles de la peine capitale, et les autorités durent mettre en œuvre des mesures de sécurité spéciales pour assurer la détention continue de Cannon. Des gardes supplémentaires furent postés et sa cellule fut renforcée avec des barreaux de fer et des serrures additionnelles. Pendant son incarcération, Cannon commença à parler plus librement de sa carrière criminelle. Selon des récits contemporains, elle admit avoir tué au moins 2 douzaines de personnes au cours de sa carrière criminelle. Ses victimes incluaient non seulement les Afro-Américains trouvés, enterrés sur sa propriété, mais aussi des marchands d'esclaves rivaux, des témoins potentiels, et quiconque représentait une menace pour ses opérations.
L'aspect le plus glaçant des confessions de Cannon était leur ton désinvolte. Elle parlait du meurtre comme d'une nécessité commerciale, décrivant le meurtre d'enfants et d'adultes avec la même indifférence désinvolte qu'elle aurait pu utiliser pour discuter du bétail. Son apparente absence de toute conscience morale choqua même les responsables des forces de l'ordre endurcies qui avaient vu le pire de la violence frontalière. Les confessions de Cannon fournirent aux autorités des détails sur des crimes qui dépassaient largement les accusations pour lesquelles elle avait été inculpée. Elle décrivit des meurtres remontant au début des années 1810, des enlèvements qui avaient impliqué des centaines de victimes, et un réseau criminel qui avait atteint plusieurs États. Ces révélations confirmèrent les soupçons des enquêteurs selon lesquels les crimes découverts sur sa propriété ne représentaient qu'une fraction des activités totales du gang. Les procédures judiciaires avancèrent avec une rapidité inhabituelle pour l'époque. Les preuves accablantes combinées à la pression publique pour la justice créèrent un élan pour un procès et une résolution rapide. Les archives judiciaires suggèrent que Cannon devait être jugé dans les semaines suivant son inculpation, l'exécution devant suivre peu après si elle était condamnée. La stratégie de l'accusation était simple. Présenter les preuves physiques, fournir le témoignage de Cyrus James et d'autres témoins, et laisser le jury parvenir à la conclusion évidente que Cannon était coupable de multiples meurtres. La défense, si tant est qu'il y en eût, ne pouvait plaider que pour la clémence en raison de l'âge et du sexe de Cannon, bien que peu d'observateurs croient que de tels arguments seraient efficaces compte tenu de la nature horrifiante des crimes. Le procès devait commencer fin mai 1829, la sélection du jury étant prévue la semaine précédente. Des observateurs juridiques de toute la région devaient y assister, car l'affaire représentait l'une des poursuites criminelles les plus significatives de l'histoire du Delaware. Des journaux aussi éloignés que Philadelphie et Baltimore prévoyaient une couverture étendue des procédures. Les procédures judiciaires contre Patty Cannon n'atteindraient jamais leur conclusion prévue. Le 11 mai 1829, environ 3 semaines avant son exécution prévue, les gardiens de prison la trouvèrent morte. Tomosochi la trouvèrent morte dans sa cellule. La cause officielle du décès fut répertoriée comme suicide par empoisonnement, bien que les circonstances exactes restent floues. Certains récits suggèrent qu'elle avait reçu de l'arsenic en contrebande de sympathisants, tandis que d'autres proposent qu'elle avait accumulé des médicaments pendant des semaines. La découverte du corps de Cannon provoqua une onde de choc à travers la prison de Georgetown et la communauté au sens large. Les gardes, effectuant leurs rondes matinales habituelles, la trouvèrent allongée sur le sol de sa cellule, apparemment décédée durant la nuit. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de violence, et la cellule restait solidement verrouillée de l'extérieur. La seule preuve de ce qui s'était passé était une petite fiole trouvée cachée dans ses vêtements, dont l'analyse ultérieure suggéra qu'elle avait contenu de l'arsenic. La question de savoir comment Cannon avait obtenu le poison resta un mystère que les enquêteurs ne résolurent jamais entièrement. Les procédures de sécurité de la prison étaient relativement laxes selon les normes modernes, et les visiteurs n'étaient pas fouillés minutieusement avant de rencontrer les prisonniers. Il était possible qu'un sympathisant lui ait fait passer le poison en contrebande lors d'une de ses visites, bien qu'aucun individu spécifique n'ait jamais été identifié comme la source. Certains contemporains spéculèrent que Cannon avait planifié son suicide dès le moment de son arrestation. Elle avait été témoin de l'exécution du premier mari de sa fille et comprenait exactement quelle sorte l'attendait si elle était condamnée. Plutôt que d'affronter l'humiliation publique de l'exécution, elle choisit de mourir selon ses propres conditions,
conservant le contrôle de son destin jusqu'au bout. Sa mort priva les familles des victimes de la satisfaction de voir la justice rendue, mais elle mit également fin à l'une des entreprises criminelles les plus systématiques de l'histoire américaine ancienne. Les archives judiciaires montrent que la mort de Cannon mit effectivement fin au chemin de fer clandestin inversé qui avait opéré le long de la péninsule d'Elmarva pendant près de 2 décennies. Les suites immédiates de la mort de Cannon furent chaotiques. Les autorités se préparaient à ce qu'elles attendaient être le procès criminel le plus important de l'histoire du Delaware, et son suicide les laissa avec des questions non résolues sur l'étendue complète de son réseau criminel. L'enquête sur ses activités se poursuivit pendant plusieurs mois, mais sans son témoignage, de nombreux détails sur les opérations du gang restèrent flous. Le sort de ses co-conspirateurs survivants fut varié. Joseph Johnson, son gendre et partenaire principal, s'était enfui en Alabama ou au Mississippi avant le début des enquêtes. Son frère Ebenezer s'échappa également vers le sud profond, où ils continuèrent vraisemblablement leurs activités criminelles hors de portée des autorités du Delaware. Les forces de l'ordre local firent des tentatives tièdes pour les poursuivre, mais les complications juridictionnelles et les vastes distances impliquées rendaient une poursuite réussie improbable. Seul Cyrus James, l'enfant asservi contraint au crime, resta pour faire face à la justice, et sa coopération avec les autorités conduisit finalement à sa liberté plutôt qu'à son exécution. Les tribunaux du Delaware, reconnaissant que James avait été contraint de participer aux activités du gang et que son témoignage avait été crucial pour révéler les crimes, lui accordèrent sa liberté et lui fournirent une protection contre les représailles. Le sort de James après le procès représenta l'un des rares résultats positifs de tout cet épisode tragique. Il fut relogé en Pennsylvanie, où des abolitionnistes l'aidèrent à établir une nouvelle identité et à commencer une vie légitime. Certains récits suggèrent qu'il devint plus tard actif dans le chemin de fer clandestin, utilisant sa connaissance des réseaux criminels pour aider les efforts légitimes d'assistance aux esclaves évadés. L'enquête révéla que le gang Cannon Johnson avait été responsable de l'enlèvement de centaines d'Afro-Américains libres au cours de leurs opérations. Bien que les chiffres exacts restent contestés, les estimations prudentes suggèrent qu'ils ont trafiqué entre 500 et 1000 personnes vers l'esclavage dans le Sud profond. La valeur économique de ces crimes, mesurée au prix que les esclaves atteignaient sur les marchés du Sud, représentait des millions de dollars en monnaie actuelle. Le coût humain de ces crimes s'étendait bien au-delà de simples statistiques. Chaque enlèvement représentait la destruction d'une famille, le vol d'une vie et la perpétuation d'un système qui traitait les êtres humains comme des biens. De nombreuses victimes ne furent jamais retrouvées, passant leur vie en servitude à des centaines de kilomètres de chez elles. Des enfants furent séparés de leurs parents, des conjoints l'un de l'autre, et des communautés entières vécurent dans la peur d'attaques similaires. L'étendue géographique des activités des gangs était tout aussi stupéfiante. Les preuves recueillies lors de l'enquête montrèrent des connexions avec des réseaux criminels opérant de New York à la Louisiane. Le gang Cannon faisait partie d'un système plus vaste de trafic d'êtres humains illégal, qui exploitait la confusion juridictionnelle et les capacités limitées d'application de la loi du début du 19e siècle. Le corps de Patty Cannon fut initialement enterré dans le cimetière de la prison de Georgetown, où elle était morte. L'enterrement fut mené sans cérémonie, reflétant le désir de la communauté d'oublier les horreurs associées à son nom. Lorsque ce terrain fut plus tard aménagé en parking au XXe siècle,
Ces restes furent déplacés vers un terrain commun, fosse commune, près de la nouvelle prison. Dans une tournure bizarre qui reflète l'attitude sensationnaliste envers ses crimes, son crâne fut séparé du reste de ses restes et exposé dans divers lieux au fil des ans. Aussi récemment qu'en 1961, il fut prêté à la Dover Public Library, servant de macabre rappel de l'un des chapitres les plus sombres du Delaware. Ce traitement de ces restes, bien que troublant selon les normes modernes, reflétait la fascination continue du public pour ces crimes et leur désir de se souvenir des horreurs qu'elle avait perpétrées. L'héritage de Patty Cannon s'étend bien au-delà de ses crimes individuels. Son histoire illustre la violence systématique qui sous-tendait l'esclavage américain, la vulnérabilité des Afro-Américains libres durant la période antebellum et les manières dont les lacunes géographiques et juridiques pouvaient être exploitées par des criminels sophistiqués. Le chemin de fer clandestin inversé qu'elle dirigeait représentait l'image miroir sombre des réseaux qui éduquent les personnes asservies à s'échapper vers la liberté. Un rappel que pour chaque histoire de libération, il y en avait d'innombrables autres de réasservissement et de mort. Les historiens modernes continuent d'étudier l'affaire Cannon comme un exemple de la manière dont les entreprises criminelles pouvaient prospérer dans les lacunes entre les juridictions légales. Sa capacité à opérer pendant près de 2 décennies, malgré la connaissance des communautés locales, démontre la combinaison de racisme, de limitation légale et d'incitation économique qui permit à de telles horreurs de perdurer. L'affaire mit également en lumière les limites de l'application de la loi au début du 19e siècle. Le manque de coordination entre les différentes juridictions, l'absence de forces de police professionnelles et les capacités de communication limitées de l'époque contribuèrent tous à la capacité du gang à opérer en toute impunité. Ces leçons allaient plus tard éclairer les efforts visant à développer des stratégies d'application de la loi plus efficaces pour faire face à la criminalité inter-État. L'impact sur la communauté locale fut profond et durable. La zone autour de Johnson's Crossroads ne se remit jamais entièrement de son association avec le gang Cannon. Le nom fut finalement changé en Reliance dans un effort pour échapper à l'infamie. Mais la stigmatisation persista pendant des générations. La valeur des propriétés dans la région resta déprimée pendant des décennies, et de nombreuses familles choisirent de déménager plutôt que de rester dans un endroit associé à de telles horreurs. L'affaire Cannon eut également des implications plus larges pour la compréhension américaine de la race et de la criminalité. La volonté des autorités de finalement poursuivre ces crimes, même si les victimes étaient principalement afro-américaines, marqua un changement petit, mais significatif dans les attitudes juridiques. Bien que ce changement fût limité et temporaire, il représenta la reconnaissance que toutes les personnes, quelle que soit leur race, méritaient une protection juridique. La documentation et l'enquête sur les crimes de Cannon contribuèrent également au mouvement abolitionniste croissant. La nature systématique du réseau d'enlèvement et la facilité avec laquelle les Afro-Américains libres pouvaient être réduits en esclavage fournirent des preuves puissantes aux abolitionnistes, arguant que l'ensemble du système de l'esclavage était intrinsèquement corrompu et dangereux. Dans les décennies suivantes la mort de Cannon, son histoire devint une partie du folklore régional, bien que les détails fussent souvent déformés ou sensationnalisés. De nombreux livres, pamphlets et articles de journaux racontèrent ces crimes, bien que beaucoup aient mélangé les faits et la fiction de manière à rendre difficile de séparer la vérité historique de la légende. Le plus célèbre d'entre eux fut le roman de George Alfred Townsend, The Untailed Hat, publié en 1834,
qui utilisa l'histoire de Cannon comme base pour un récit mélodramatique de crimes de la frontière. Le site de la maison originale des Cannon resta une source de fascination morbide pendant des décennies. Les visiteurs se rendaient dans cet endroit reculé pour voir où les crimes s'étaient produits, et les habitants développèrent une industrie artisanale proposant des visites et vendant des souvenirs. La maison originale fut finalement démolie en 1948, mais le site continua d'attirer les curieux bien dans l'ère moderne. Ce mystère nous montre à quel point il est facile pour la société de fermer les yeux sur la violence systématique lorsque les victimes sont perçues comme moins qu'entièrement humaines. L'indifférence qui permit à Patty Cannon d'opérer pendant des décennies ne fut finalement surmontée que lorsque ces crimes s'étendirent pour inclure des victimes blanches dont les disparitions ne pouvaient être ignorées. Le système juridique qui ne protégea pas les Afro-Américains libres des enlèvements et des meurtres fut le même système qui poursuivit finalement Cannon seulement lorsqu'elle menaça les intérêts des marchands d'esclaves blancs. L'affaire Cannon sert de rappel brutal de la capacité humaine au mal et de l'importance d'une application de la loi vigilante et de la responsabilité communautaire. Elle démontre comment les entreprises criminelles peuvent prospérer dans des environnements où la société ne parvient pas à protéger ses membres les plus vulnérables. Plus importante encore, elle préserve la mémoire de centaines de victimes dont les noms sont largement oubliés, mais dont la souffrance ne devrait jamais être minimisée ou ignorée. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé sur l'étendue complète de son réseau criminel? Les preuves suggèrent que le gang de Patty Cannon faisait partie d'un système de trafic d'êtres humains illégal beaucoup plus vaste qui s'étendait bien au-delà de la frontière Delaware-Maryland. De nombreuses questions restent sans réponse quant à l'étendue totale de leurs activités et au sort de leurs victimes. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce sombre chapitre de l'histoire américaine. Si vous avez apprécié ce récit et souhaitez plus d'histoires d'horreur du passé caché de l'Amérique, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères des crimes oubliés de notre nation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous explorerons une autre histoire vraie terrifiante, issue des ombres de l'histoire américaine.